Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai tenté un truc avec mes cheveux, j'ai fait un petit brush. Je sais pas, ça fait 1000 ans que je me suis pas vue avec les cheveux presque aussi lisses. Moi c'est assez lisse, tu vois. Bref, on n'est pas là pour parler de cheveux. Non, 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 non. Oh non, parce qu'on est là pour faire le premier bilan de l'année, des 3 premiers mois de lecture que j'ai effectué. Et je pense que ça va être assez costaud, donc accrochez-vous, prenez des notes. Et sans plus attendre, cette fois pour 2025, je fais des bilans trimestriels. Et donc bienvenue dans ce premier bilan du premier trimestre de 2025. Mais attendez, avant qu'on se lance réellement dans tout ça, je vous présente rapidement le partenaire qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui. Et il s'agit encore une fois de la marque de bougies et de parfums d'intérieur Ava May. Tu sais, je fais partie de cette génération qui n'arrive jamais les mains vides chez quelqu'un. Je vous garantis, dès que j'arrive avec une bougie Ava May chez des copines, elles sont trop bien. Voilà, ça fait toute la petite différence. Et alors, rien que pour le code promo qu'ils m'ont concocté aujourd'hui, je vous jure, ça vaut la peine. Avec le code BIGLIVRE que vous avez donc juste ici et en lien cliquable en barre d'infos, vous allez avoir 45% de rabais dès 49 € d'achat et 55% de rabais dès 69 € d'achat. Le premier set, c'est le Coco Kiss et il sera composé du diffuseur de parfum Coconut Dream Bora Bora et de la bougie Cherry Kiss qui vient donc de Paris. Et c'est des senteurs que je connais déjà et que j'affectionne beaucoup. C'est tellement frais, tu sais, t'as envie, tu y es, vraiment tu y es. On est sur un petit duo de couleurs qui se diffuse dans les bocaux. C'est tout bonnement trop mignon. Puis nous avons le set Summer Kisses qui là reprend donc la bougie Cherry Kiss de Paris que je vous ai présenté juste avant, mais on y ajoute le Strawberry Cheesecake de New York et la version bougie du Coconut Dream Bora Bora. Là, ce set est très intéressant parce qu'à presque 88 € de base, avec les 55% de rabais, il passe à 39,59 €. C'est pas anodin. Ou alors vous pouvez avoir le set Bahamas Home Fragrance, où là vous aurez justement les deux Coconut Dream si vraiment vous aimez beaucoup cette senteur là en format bougie et en format diffuseur de parfum. Et enfin pour terminer, le set Melody Lights avec Strawberry Cheesecake et le Coconut Dream évidemment ensemble. Vous l'aurez compris, c'est soit par set, soit alors vous faites vraiment votre petit shopping comme vous l'entendez avec vos produits préférés directement dans votre panier et ensuite vous inscrivez le code promo BIGLIVRE et la magie opère bien évidemment. Merci beaucoup à Ava May d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse avec le bilan. Alors, on va prendre des forces parce que, comme pour les précédents bilans, je vais essayer de regrouper au maximum par chapitre dans cette vidéo les livres, pas forcément dans leur ordre de lecture chronologique, mais plutôt par genre. On va commencer tout de suite avec la catégorie polar, thriller, crime, etc. Avec alors un flop total et absolu. C'était mon dernier livre de Noël que j'ai terminé donc au début du mois de janvier parce que j'avais pas réussi à le terminer juste en décembre. C'était Meurtre sur le Christmas Express. Je me souviens vous avoir dit que c'était une blague ce truc. La base ça commence super bien, tu te dis c'est une sorte de réécriture du Crime de l'Orient Express de Agatha Christie, tu te retrouves dans un train, il y a un meurtre, puis un deuxième, enfin voilà, et il y a comme par hasard une enquêtrice à la retraite qui est là-dedans. Et le train va être pris dans une tempête de neige, il va être carrément un peu en train de dérailler. Donc il y a beaucoup de, voilà, de suspense, on pourrait croire comme ça, mais c'est tellement mal fait. Oh, il y a rien qui va. Je vous jure, il n'y a rien qui va. Ça part dans tous les sens, c'est tiré par les cheveux, les personnages sont détestables au possible. Il y a juste peut-être l'enquêtrice qui est un tout petit peu sympa. Les autres, non. Tu sais, leurs réactions n'ont aucun sens par rapport à ce qui leur arrive. Bref, grosse déception. En manga, j'ai terminé Burn the House Down, donc la série dont je vous parlais, qui parle justement de cette famille qui a été ravagée par un incendie. La mère de famille est accusée de l'incendie, et sauf que des années plus tard, sa fille essaye un petit peu de réouvrir l'enquête autour de ce drame. Parce que pour elle, ce n'est pas sa mère qui est fautive dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé parce que le tome 8 donc clôture la saga. On nous balade beaucoup à te faire croire en fait c'était ceci, non mais en fait c'était peut-être cela, jusqu'à la toute fin. Vraiment, donc j'ai pas vraiment vu venir le dénouement de l'histoire tellement j'ai été baladée finalement sur les différents suspects et suspectes. Donc très chouette. Mon petit bémol réside pas du tout dans le manga, c'est plutôt à l'adaptation. Voilà, j'ai voulu regarder le drama qui a été tiré de cette histoire, qui est dispo sur Netflix, qui s'appelle Famille en flammes. Malheureusement, je suis pas du tout rentrée dedans, voilà. J'ai pas réussi avec les personnages, c'est vrai que je me suis pas
Je me suis pas attachée autant que dans le manga par exemple, voilà. Donc bon, bah, j'ai laissé tomber au bout de même pas la fin du premier épisode, où j'ai regardé le premier épisode et je n'ai pas été au-delà, de toute façon sachant la fin, au pire, voilà, je sais comment ça se termine. Ensuite j'ai retenté un RJ Elori parce que certains me l'avaient conseillé, notamment ce titre-là, je crois bien, dans ma vidéo mes thrillers favoris. Et il s'agissait du titre Une saison pour les ombres, qui franchement, sur le papier, coche toutes les cases des choses que j'aime. On est dans une petite ville retirée du monde où il fait tout le temps nuit et froid. Des jeunes filles disparaissent, on va retrouver leur corps mutilé. Et donc on a cette partie de l'histoire, plus ou moins un chapitre sur deux, et ensuite on a presque 25-30 ans après, un des personnages qui a vécu dans cette petite ville quand il était plus jeune et qui doit revenir sur les lieux de son enfance parce que son petit frère a des ennuis. Donc tu vois, il y a le truc de double temporalité, la petite ville, etc. Moi ça me parle. Mais je me suis tellement ennuyée. Et ça m'énerve parce que c'était déjà ça avec un précédent titre qui s'appelle, je sais plus maintenant comment, je vous mettrai sa couverture ici, qu'on m'avait conseillé aussi, on m'avait dit « Oh, mais RJ Elori, il est dingue, les trucs qu'il fait et tout et tout. » Je sais plus si c'était Seul le silence, je crois, ou un truc du style, enfin bref. Et je peux pas dire, l'enquête est chouette, tu vois, enfin vraiment tout le déroulé est sympa. La révélation aussi, je l'ai trouvé très bien, mais c'est trop long, c'est méga lent. T'étais en introspection avec lui pendant des pages et des pages, des fois où il revient tout le temps sur les mêmes trucs et tu fais... So what? Oui, ok, d'accord, mais bon, je suis pas sûre. Bref, non, je pense que c'est bon, j'en ai essayé 2. Est-ce que je vais repousser le vice avec un 3e parce qu'on dit jamais 203? Je suis pas certaine. Bon, celui-là. Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Nope, 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 ça ne l'a pas du tout fait, donc on est dans cette ville, encore une fois, là aussi... Sur le paplard, nickel, petite ville, reculée du monde, il s'est passé des trucs et tout, mais aujourd'hui tout va bien, c'est une petite ville vraiment qui est à la pointe de la technologie, de la surveillance. Là on va rencontrer un nouveau flic qui arrive, des gens qui vont commencer à mourir, et bizarrement ça coïncide un peu trop avec son arrivée, donc il est obligé de tout à coup mener l'enquête. Et t'as toute une première partie du roman qui est quand même très lente, très longue, tu passes cette moitié de bouquin et tout à coup, en 6 heures de temps, dans ce qui leur arrive, tout fout le camp. Mais vraiment tout fout le camp. C'est ta, il se passe ça, et lui il meurt, et machin, et tout, et lui... Que je me suis demandé si l'auteur lui-même avait capté ce qu'il voulait nous raconter. Parce que, à la fin, c'est donc... Oui, mais en fait, ça s'explique par ceci, par cela, puis en fait, voilà. Tada. Je ne lui jette pas totalement la pierre non plus. J'ai un autre titre de lui qui s'appelle Les Refuges, que vous avez été vraiment très très nombreux à me conseiller et qui visiblement rehausse un petit peu le niveau, mais c'est vrai que voilà, moi les remarques sexistes sur tes 2 pauvres persos féminins que t'arrives même pas à développer correctement, ben non, en fait moi ça passe plus, voilà. J'ai regardé encore parce que je veux bien laisser le bénéfice du doute pour des bouquins qui ont été écrits il y a un certain temps, quand ça date de 2021, je peux pas en fait. Voilà, je suis désolée, à un moment donné, c'est pas compliqué de donner un tout petit peu d'intérêt et de jugeote à tes persos. Là, vraiment, il y avait des trucs, ça m'a énervée. Tu sais, la façon dont il traite, c'est notamment une de ses persos, j'ai pas du tout aimé, quoi. Vraiment, j'ai pas aimé. Ça m'a... Voilà. Bref. Après, j'ai lu un petit ovni, mais alors vraiment, celui-ci, je me souviens l'avoir pris parce que je pouvais l'avoir, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, c'est Je sens grandir ma peur, de Ian Reid. Donc il y a eu une adaptation sur Netflix qui, je sais plus trop si elle porte ce titre-là, mais je me souviens que la bande-annonce m'avait assez interpellée, puis j'avais vu basé sur le livre de... Je me souviens que ma mère m'avait dit « Mais écoute, je crois qu'elle l'a lu », et elle m'a dit « Mais je crois que le film même m'a pas mieux aidé à comprendre le livre ». C'est vrai qu'il est très très étrange. Donc on est dans une voiture avec un très jeune couple, il emmène sa compagne rencontrer sa famille pour la première fois. Donc ils sont pas ensemble depuis très longtemps, et déjà dans la voiture, elle essaye de soutirer un peu des informations à son copain sur sa famille, son enfance, etc. Et tu sens que lui, il a pas trop envie d'en parler, et quand ils arrivent aussi, la maison, c'est bizarre, elle est vétuste, tu sais, et tout se déroule de façon très bizarre, donc tu sens en effet grandir la peur du personnage, parce que tu te dis... Il y a un truc, enfin tu sais qu'il y a un truc qui cloche, mais tu sais pas quoi. Le seul problème de ce livre, c'est que je suis pas certaine d'avoir compris la fin. Mais ça me fait de temps en temps ça, où il y a des fois pour des bouquins, je me dis non, j'aurais vraiment voulu avoir un truc clair et tout, qui me dit bah en fait c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, de pas l'avoir eu, mais en même temps d'avoir eu toute cette ambiance ultra pesante et malaisante depuis le départ,
avec un titre quand même qui ne peut pas vraiment te laisser d'autres options que je sens grandir ma peur, donc tu sens qu'il y a un truc qui cloche, ben ça allait. Je me suis pas sentie totalement flouée parce que c'était totalement dans la continuité du début du bouquin. Donc j'ai bien senti ma peur grandir aussi. Et c'était assez déroutant. Je vais pas donner une note de fou non plus parce que j'aime bien quand même comprendre à la fin ce que je lis. Là, je me vois encore taper sur Google la fin de Je sens grandir ma peur, c'est quoi? J'ai pas trouvé beaucoup de monde qui expliquait concrètement ce qu'ils avaient compris, mais apparemment tout le monde peut un petit peu tirer sa propre conclusion. Donc on aime ou on n'aime pas ce genre de schéma narratif. Moi, il y en a que je vous ai dit pour lesquels ça me dérange pas, pour d'autres un peu plus. Voilà, là, ça a été. 7 jours pour une éternité de Nathalie Bernard, donc ça c'était l'autrice qui avait demandé aux éditions de me l'envoyer, donc je la remercie encore beaucoup. J'ai passé un chouette moment. Je pense juste que j'ai plus l'âge de ce genre de bouquin, mais je suis contente que ce genre de livre existe pour un plus jeune public, parce que clairement moi je le vois comme un roman policier plutôt young adulte, avec voilà une thématique qui, bon, est pas non plus poussé à son extrême parce qu'on a une jeune fille native américaine qui va disparaître et donc c'est un véritable fléau, c'est un véritable fait divers qui vraiment va puiser dans des faits réels. Déjà que la plupart des personnes disparues, kidnappées, enlevées, tuées sont des femmes, il y a une proportion encore plus importante des natives américaines. Et malheureusement, bien souvent, leurs cas sont pris beaucoup moins au sérieux que pour une blanche. C'est vraiment triste et je déplore énormément ça, mais c'est une triste réalité comme on dit. Et donc notre héroïne va en effet se faire enlever, et donc très vite on comprend qu'elle arrive à échapper à son ravisseur. Donc ça c'est dans le résumé. Après c'est tout ce que va engendrer cette suite d'événements. Elle est seule, il fait froid, c'est l'hiver, elle n'a quasiment rien sur elle. Elle peut difficilement faire du feu, elle n'a pas de provisions, elle n'a pas un équipement adapté pour survivre dans le froid. Donc c'est bien joli de ne plus être en danger de mort avec l'autre monstre affreux, mais par contre la nature va pas te faire de cadeaux non plus. Donc tu as les deux parallèles entre elle qui essaye de survivre, la police qui la recherche coûte que coûte. Donc c'était bien, le rythme il était là, la résolution et les révélations de l'enquête étaient un petit peu basiques. Voilà, mais j'ai bien aimé l'alternance des chapitres qui voilà, met les deux protagonistes en scène, c'était plutôt bien joué. Grosse déception avec Neige sur Belly Glass House, je vous en parlais d'ailleurs en vlog il me semble. Là aussi encore une fois, mais putain, mais en fait ça m'énerve parce que, tu sais, je peux même pas me dire, bon au pire, voilà, faut juste que je me dise que j'arrête de lire ce genre de livre là, c'est tout. Bah, en fait si, j'ai capté maintenant ce qu'il faut que j'arrête de faire, c'est qu'il faut que j'arrête de lire des bouquins, je suis désolée hein, mais enfin, de mecs quoi, enfin écrits par des mecs, les 3/4 des bouquins écrits par des mecs, j'ai un problème avec. Enfin, à un moment donné, il commence à y avoir une constante, quoi. Enfin, Neige sur Belly Glass House, c'est vraiment le cas typique de l'auteur blanc de plus de, là, 60 ans, je crois. Moi, je découvre toujours ça après, tu vois, parce que je me renseigne très peu avant. Moi, je vois un titre, je vois une couve, je vois un résumé, je me dis, oh ouais, yes! Qui, quoi, pourquoi l'a écrit? J'avoue, ça me vient soit bien après, soit pas du tout, la majorité du temps. Parce que moi j'ai juste envie de lire une bonne histoire, tu vois, la plupart du temps. Il y a tellement de quantité de livres et de gens qui écrivent ces livres que m'arrêter à chaque fois sur le curriculum vitae de tout le monde, ça va être un petit peu compliqué. Bref, donc là, après, en effet, au milieu de ma lecture, me disant, c'est quand même pas terrible, je vais quand même voir qui. Ah, bon, je ne connais pas ce monsieur, je ne sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un de très bien, j'en sais rien, tu vois. Mais sa façon d'écrire m'a vraiment, mais vraiment pas plu. Pourtant, voilà, encore une fois, il y a un truc, tu sais, j'ai un schéma particulier que j'aime bien. J'aime les maisons isolées, quand il se passe un truc presque en huis clos. Et là, en effet, on est dans les années 60, donc assez peu de moyens technologiques pour mener une enquête vraiment poussée. Donc le gars est un peu tout seul, il essaye vaguement, on sent qu'on lui cache des trucs. Donc t'as toute une ambiance un peu à la Cluedo, tu vois, que j'aime beaucoup. Que j'aimerais bien d'ailleurs retrouver un peu comme le film Cluedo, que j'ai adoré, qui est absurde, et j'aime bien l'absurde la plupart du temps, et là moi j'ai trouvé que celui-ci reprenait très bien les codes du jeu, mais dans un film, et tu te dis c'est impossible, tu vois, avec un truc comme Cluedo, comment tu fais? Bah en fait si, tu as, et vraiment c'est bien foutu, mais là bah c'est pas du tout ça, hein. Il y a juste la bibliothèque, c'est le seul point commun. Là aussi, encore une fois, on est sur un gars qui décrit des persos féminins et qui leur donne des scènes qui n'ont aucun rapport
avec l'intrigue. Je m'énerve pas parce qu'alors entre elle, sa belle-mère et la sœur du prêtre, aucune n'est bien écrite, vraiment aucune. Et ça me désole en fait, vraiment ça m'énerve tellement fort qu'ils sachent pas le faire. Mais bon, enfin, voilà. Bon bah là, étonnamment par contre, il y a des fois des messieurs qui écrivent des personnages féminins et des livres que j'aime un peu plus, voilà, qui pour moi font quand même plutôt bien le job. Ça a été le cas avec Duchesse de Chris Whittaker, que j'ai quand même bien aimé. Alors je vous disais dans mon vlog que je trouvais que Duchesse avait un parler peut-être en effet un peu trop adulte par rapport à l'âge qu'elle est censée avoir, 13 ans dans le bouquin, mais c'est une gamine qui a pas été épargnée par la vie, qui a dû apprendre à la dure et qui essaye surtout coûte que coûte de protéger son petit frère de la dureté de leur quotidien. Une mère qui va pas bien, qui est alcoolique, qui va probablement retomber très fort quand on leur annonce que un homme qu'elle a aimé dans le passé mais qui a fait un crime absolument atroce va sortir de prison après 30 ans. Et donc forcément Duchesse le sent, le voit venir, ce mec ça va détruire sa mère quoi. Et ça c'est le résumé, et à un moment donné t'atteins une sorte de climax dans le bouquin, au milieu du bouquin tu dis oh waouh. Donc si ça c'était le résumé, et que j'en suis là, il me reste encore tout ça de je sais pas ce qui va leur arriver. Et franchement c'était bien foutu, mais il faut aimer les bouquins à la Tess Sharp, les trucs un peu noirs, un peu sans espoir. Il y en a un petit peu à la fin, donc c'est chouette, mais c'est triste. Voilà, c'est pas un roman très mignon. Et enfin, dans cette catégorie-là, je dirais, j'ai continué ma lecture du manga She is Beautiful, donc moi je l'ai mis dans cette catégorie parce que il y a un truc un petit peu enquête futuriste, on va dire, avec des jeunes filles qui ont été créées par un laboratoire pour être des cobayes non humains, mais qui ont un maximum de ressemblance avec un humain. Et donc on est des années plus tard, 2 d'entre elles se sont échappées de ces laboratoires et on doit les retrouver coûte que coûte, parce que forcément ce sont des êtres un petit peu à part. On a soit peur qu'il leur arrive du mal, soit qu'elles fassent du mal, parce qu'elles ont quand même des perceptions un peu différentes des nôtres. Et l'une d'entre elles surtout a une particularité, c'est que tous les matins, elle oublie la totalité de ce qui s'est passé entre ses 10 ans et aujourd'hui. Donc aujourd'hui, elle en a peut-être 25, 23 par là autour. Donc il y a 15 ans de sa vie qui lui sont totalement inconnus. Donc tous les jours, elle se réveille avec cette amnésie, et elle doit tout recommencer, on doit tout lui réexpliquer, et tu les suis à travers leurs péripéties. Franchement, je suis très, très impressionnée par cette histoire, j'aime beaucoup ce que je lis. Ce sera en 6 volumes. Donc c'est bien ces petites séries de manga, j'aime beaucoup. On continue avec tout ce qui est plutôt fantasy, fantastique. En début d'année, j'ai lu le tome 5 des Grimoires d'Elphie, toujours très chouette petite bande dessinée, jeunesse autour de la magie, de la sorcellerie, mais aussi de l'enfance, de l'amitié et de la famille. Bref, je vous recommande 100% le Grimoire d'Elphie. En fait, pour les livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, j'ai quand même pris la peine de les sortir de ma bibliothèque, ce qui n'était pas le cas pour les autres, parce que ceux que j'ai pas aimé voir juste un petit peu, en général, je les garde pas, je m'en débarrasse. Voilà, ça prend trop de place dans la bibliothèque pour que je les garde. Donc voilà, mes presque coups de cœur, ou en tout cas ceux que j'ai beaucoup aimés pendant ces derniers mois de lecture, je les ai sortis exprès pour vous les montrer. On aura notamment le premier tome de la série Les Brûleurs d'Or, qui est sorti donc chez Scrineo, Les Apprentis de Morcelieu de Alice Paria. J'avais fait un réel en partenariat avec Scrineo pour vous en parler, et franchement, excellente découverte que ce premier volume. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. Je vous avais dit, je crois d'ailleurs dans ma chronique, que je trouvais qu'il y avait quelques ressemblances avec du Christelle Dabos pour La Passe Miroir. Franchement, on s'y retrouve un petit peu, vous voyez, ces grandes maisons qui ont des dédales et des labyrinthes de couloirs absolument partout. Et donc notre héroïne, Cléo, qui est orpheline, va se retrouver prise comme pupille et comme apprentie magicienne dans cette pseudo-école qui est en effet aussi le duché du royaume, enfin bref. Elle va tremper petit à petit dans de plus en plus d'intrigues politiques et voir que c'est un véritable panier de crabes. Et donc, pas évident de s'en sortir là-dedans. Mais j'aime beaucoup ce que Alice Paria a commencé. C'est très fouillé, c'est un peu brouillon au début, mais finalement quand tu t'accroches, tu passes très vite à travers et tu captes toute l'essence de cette magie, de ces jeux de pouvoir. Et moi j'aime bien quand il y a tous ces enjeux un petit peu dans les bouquins, évidemment. Petite BD très mignonne, mais qui pour moi n'aura pas été voilà, plus que ça, c'est Étincelle, c'était chou. Je crois que je l'ai mis dans la bibliothèque de ma fille parce que je pense que c'est plus adapté à un jeune âge, tu vois, je dirais 9-10 ans par là autour. Voilà, c'est un peu une sorte de conte initiatique et écologique sur une forêt qui a été détruite et qui doit aller chercher, puiser dans sa dernière petite étincelle pour renaître et revenir à la vie.
Ensuite, on a la fin d'une trilogie quand même assez mémorable, vous l'aurez remarqué, avec le dernier tome de la trilogie de l'hiver de Catherine Arden, L'hiver de la sorcière, que j'ai donc bouffé en quelques jours, parce que vraiment c'était... je devais savoir la fin. Il y a des choses qui m'ont... Je me souviens que j'ai pleuré pour un truc au début, genre oh non c'est horrible, c'est trop triste et tout. J'ai pleuré de joie à la fin, parce que voilà, j'étais là genre... Oh putain, je m'y attendais tellement pas en fait, j'étais tellement contente de cette scène que ça m'a explosé le cœur. Il y a une autre chose qui se passe, mais elle, enfin qui est très triste, mais que elle j'avais vu venir. Donc pas de résumé parce que c'est une fin de série, je vais pas vous spoiler ce qui s'est passé avant, mais si vous avez eu l'occasion de lire la trilogie de l'hiver de Catherine Arden, foncez, c'est une petite bombe. Voilà. Sur ceci, je vais passer assez rapidement parce que c'est une lecture commune que je fais avec Alice, vu que c'est le livre que je lui lis tous les soirs. On a commencé la série L'école secrète des dragons de Emily Skye, donc c'est une série allemande sur des petits apprentis dragonniers. Voilà. Alors tu transposes, tu prends Harry Potter, tu fais qu'en fait il va dans une école de dragons, c'est la même, voilà, il y a un peu les mêmes types d'enjeux, il a une meilleure amie et un meilleur ami, les deux ont juste le rôle qui est un peu inversé, parce que en gros la tête pensante c'est son meilleur pote, la petite baroudeuse c'est sa meilleure copine, qui évidemment au bout d'un moment il tombe un petit peu amoureux, mais il y a tout un truc avec des dragons, tout un univers dragon autour qui est très chouette. Si vous avez des enfants dans votre entourage, c'est très cool. On en vient à mon deuxième, je pense, coup de cœur de ce début d'année, c'est le premier tome de la duologie Le Roi Berger de Rachel Gillig, donc Une fenêtre sur les ténèbres. J'avais super peur de lire ce livre parce que je l'ai longtemps, est-ce que je fais des allers-retours, est-ce que je le garde, est-ce que pas, et puis je me souviens avoir parlé avec Mathieu Guibé, qui est donc le co-auteur de Nine. L'été dernier, ils étaient venus à Lausanne et on avait été passer la soirée ensemble et il me parle de ce livre et je lui dis que bah, je l'ai dans ma pioche de lecture, ça tombe bien. Puis il dit ouais, je sais pas trop, j'ai un peu peur et tout. Et puis il me commence à me raconter un peu l'histoire, puis je suis là, waouh, putain, ça a l'air compliqué quand même. Je suis pas sûre. En fait, c'est vrai que quand tu lis le résumé, tu dis, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça va pas être un peu too much et trop se mélanger? Et en fait, quand tu commences, tu comprends rien. Enfin, ça m'a vraiment fait cette sensation, je suis là, attends, on est dans un royaume maudit, avec une brume magique et un peu toxique autour. Si tu restes trop longtemps dedans, tu te fais probablement contaminer avec de la magie, et du moment que toi-même tu développes de la magie, tu es un paria du royaume, tu dois être exécuté, et les gens qui t'auraient caché vont mourir aussi. En plus de ça, il y a toute une histoire avec des cartes de tarot qui ont été perdues, un peu à la Sakura Card Captor, tu sais. Donc elles ont été un peu perdues et plein de gens dans le royaume essayent de les retrouver coûte que coûte. Donc il y en a 12, et donc de la 12e, il y en a 12, de la 11e, il y en a 11, de la 10e, il y en a 10, etc. Jusqu'à la toute dernière, la première, qui est donc la plus rare et la plus puissante, qui est introuvable depuis des siècles. Bien sûr qu'il y a différentes familles qui essayent de retrouver ces cartes, parce qu'elles permettraient voilà, quelque chose quand même d'assez comasse. Et on a notre héroïne là au milieu, qui elle a été contaminée par la magie il y a plus de 10 ans de ça, et qui a été heureusement cachée par sa famille. Mais petit à petit, son pouvoir va être révélé, elle va faire la connaissance du neveu du roi, qui, elle sait pas trop au départ s'il veut du bien ou du mal, et finalement j'aime tellement ce genre d'histoire-là, que j'ai fait un plongeon dedans absolument parfait, et je l'ai dévoré. J'ai adoré tout le lore que l'autrice met dans sa magie, met dans son royaume. C'est assez complexe, c'est assez fouillé, il y a beaucoup d'enjeux entre... Il n'y a pas que l'amour, tu vois, c'est ça en fait, c'est qu'il y a une romance dedans, mais pour moi elle est vraiment pas au premier niveau par rapport à l'intrigue magique et politique que tu vas découvrir dedans. Et c'est ça que j'aime, voilà, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux lire, c'est ce genre d'histoire d'amour là, où il n'y a pas que juste l'histoire d'amour dans un monde fantastique, etc. Donc vraiment, très gros coup de cœur sur le premier tome, le deuxième sera lu là. Un peu mi-figue, mi-raisin pour la prochaine, c'est La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Donc tout le monde m'avait parlé du Cirque des rêves que j'ai, mais je sais pas encore trop si je vais le lire du coup. Parce que j'ai bien aimé La mer sans étoiles, je vous le disais, mais je suis un peu... C'est pas trop. Voilà, j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu ce côté très
labyrinthique, des dédales infinis et ce truc presque onirique où tu comprends pas toujours tout, où c'est très imagé mais en même temps tu sais pas trop si tu imagines de la bonne façon par rapport à ce que l'autrice te décrit. Tout ça, et en même temps je me disais, est-ce que vraiment j'ai compris ce que j'ai lu? Mais c'est très beau, par contre, je peux pas lui enlever, même si la fin m'a pas amplement satisfaite parce qu'il me manque quelque chose. J'entends aussi que finalement ça fait totalement sens par rapport à tout ce qu'elle nous a donné depuis le début du bouquin. Tout ce côté très rêve, entre rêve et réalité finalement, double réalité sous notre propre monde, à côté de notre propre monde, pas dans les mêmes temporalités que notre propre monde et tout ça. Ça fait sens, et donc sa fin va avec son histoire. C'est très très joli, c'est vraiment très bien écrit. Quand on aime toutes les références à d'autres œuvres, au monde du livre, de la littérature, on est servi. Alors on nous gave avec de très très belles métaphores, vraiment ça c'est superbe. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, surtout vers la fin, dans le livre 5 et 6, au bout d'un moment j'étais là, un peu gavée, tu sais, de tout ça. Et ce qui fait que j'étais un peu perdue dans ces jolies descriptions, et que j'arrivais plus à vraiment suivre l'histoire en tant que telle. Donc l'affaire courte, ça va pas être simple, mais en gros, Zacharie, quand il était petit, a vu se dessiner sur un mur une porte qu'il a décidé de ne pas ouvrir. Des années plus tard, dans un livre de la bibliothèque de son uni, il va découvrir des petites histoires courtes, et la troisième histoire de ce livre va raconter ce souvenir qu'il a été le seul à vivre. La porte qui se dessine, lui qui décide de ne pas la prendre. Donc à partir de ce moment-là, il va mener une enquête autour de ce livre, comment c'est possible, et c'est parti. Si j'ai lu un Catherine Arden, j'étais évidemment obligée en parallèle de lire un Naomi Novik. Voilà, les deux étant copines, hein, maintenant que j'ai appris ça, c'est bon, je suis très contente. Vous avez été plusieurs à me le souligner dans mes différentes vidéos. J'ai donc lu La fileuse d'argent, que j'ai en papier, mais que j'ai pas du tout écouté en papier, que j'ai écouté en audio, qui était très bien en audio d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé les tons des acteurs, comme ils racontaient leur histoire et tout, c'était très chouette. Donc là, on est sur une histoire très hivernale, comme c'est si bien les faire Naomi Novik déjà. Un truc très différent de ce qu'on lit dans les fantaisies habituelles, one shot aussi, donc t'as pas besoin de te dire « Oh là là, il va falloir que je trouve le tome 2 ». Non, ça se termine. On a 3 héroïnes. L'une est la fille du prêteur qui va essayer de récupérer l'argent que son père a prêté à force. Elle va commencer à s'attirer un petit peu certaines attentions. L'autre est une simple fille de ferme qui, pour rembourser plus vite sa dette auprès du prêteur, va venir travailler chez eux. Et la troisième est la fille d'un duc, ou en tout cas d'une personne noble, qui va se voir mariée à quelqu'un qui, de prime abord, peut être simplement un petit roitelet un petit peu présomptueux et qui finalement cache peut-être un plus sombre secret encore. Donc les 3 personnages vont coûte que coûte essayer de s'en sortir dans cet hiver éternel qu'elles vont essayer de combattre, parce que finalement cet hiver il a été déposé par une famille encore plus puissante et énigmatique, qui ne vit presque pas sur le même plan qu'eux, ce sont les Starrick. Et elles se rendent quand même assez vite compte que le règne des Starrick ne peut plus durer et qu'il y a forcément quelque chose à faire pour les combattre, ou en tout cas essayer d'amoindrir leur malédiction sur leur pays, sur leur ville. Dans les grandes lignes, vraiment, parce que alors vraiment ça va chercher encore beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus fouillé que ça. J'ai passé un excellent moment avec Naomi Novik, encore une fois, parce qu'elle a vraiment un univers qui me charme à chaque fois, avec des personnages que j'adore, qui sont très puissants et qui, voilà, sont très pertinents à suivre. Et le dernier de cette catégorie, que je n'ai pas en physique parce que je l'ai lu en numérique, c'est le premier tome de la duologie Heartless Hunter, qui a été une lecture commune, qui est toujours, parce que Emily n'a pas terminé au moment où je filme cette vidéo, une lecture commune entre Alicia, Emily et moi. On avait voulu un peu raviver les moldus de lecture, donc on avait proposé cette lecture-là. Alicia l'avait déjà lu, l'avait adoré, avait donc très envie qu'on le découvre. Pour ma part, il était dans ma pioche estivale, donc voilà, je l'ai juste avancé un petit peu dans mon planning pour pouvoir le lire maintenant. J'avais un peu peur quand je l'ai commencé, parce que je vois vraiment... est-ce qu'il sera son plus grand amour ou son ennemi le plus mortel? Enfin bref, un truc du style, donc tu sais que tu es sur un enemies to lover, et je me suis dit, oh purée, je suis pas certaine. Finalement, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je pensais, parce qu'on est déjà dans un univers que j'aime beaucoup, vu qu'on va rencontrer une ville qui avait été sous le joug des sorcières pendant très longtemps. Une nouvelle république a renversé les sorcières, et depuis les sorcières sont persona non grata, elles sont chassées, tuées, et toute personne qui leur viendrait en aide serait forcément punie également.
Nous allons rencontrer Rune, qui est une sorcière, qu'il a découvert un petit peu sur le tard, et qui s'est donné pour mission de venir en aide aux autres sorcières qui se sont fait avoir et donc prendre par la garde. Elle a un avantage par rapport peut-être aux autres, c'est qu'elle vient d'une famille noble, elle a beaucoup d'argent, donc elle est assez influente dans ces différents cercles. À côté de ça, on a Gideon Sharp, qui lui, par contre, est un chasseur de sorcières, il est vraiment dans le haut gradé de la garde de la Nouvelle République. Son but à lui, c'est de chasser des sorcières. Les deux, en fait, vont se rapprocher par des intérêts communs. Elle veut lui soutirer des informations. Lui, il la soupçonne de tremper avec le Sphinx rouge, qui donc aide les sorcières à s'échapper. Donc ils essayent un petit peu, sous couvert de « on se séduit, mais on se séduit pas trop », de savoir l'un l'autre. Très vite, ça tombe en enemies to lovers. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un vrai enemies to lovers. C'est qu'ils sont vraiment ennemis. Si l'un tombe, c'est à cause de l'autre, en gros. Je disais au bout de 50-60% du bouquin à Alicia, je disais bon, par contre, le jeu du chat et de la souris, ça va 2 minutes, mais moi j'aimerais plus d'enjeux. T'inquiète. Et donc en effet, les 50-40% restants du livre apportent toute cette nuance que j'attendais, un décor qui me manquait énormément, et tous ces enjeux, voilà, très politiques finalement, que j'attends aussi de ce genre d'ouvrage, avec aussi une description de la magie qui est de plus en plus intéressante, qui est très liée au sang, les sorcières, et franchement, beaucoup mieux que... Enfin, je pense que j'en attendais pas autant, et du coup j'ai été surprise, voilà, parce que je m'attendais presque à être un peu déçue. J'essaie d'accélérer un peu, je m'emporte, je parle. Donc j'ai commencé l'année en comptant pot, avec Ces liens qui nous enchaînent de Kent Aruf, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui là pour le coup est un homme qui sait écrire des personnages, même féminins. Donc merci. Comme, ils existent, hein. Je dis pas parce que j'en ai eu quelques-uns que j'ai pas aimés qu'ils n'existent pas, mais c'est vrai que souvent quand j'aime pas trop comment les personnages féminins sont écrits, bah, quand je regarde, c'est que c'est souvent des hommes qui les ont écrits. Ça arrive que ce soit aussi des femmes. Je vous vois venir ceux qui savent que j'ai pas aimé Lucinda Riley, voilà. Mais il arrive aussi que des hommes savent très bien écrire des personnages féminins. Ça a été le cas avec celui-ci, qu'on va retracer toute l'histoire assez banale, dure et triste d'une femme dans le début du XXe siècle jusque dans les années 70, qui a été une fille de ferme toute sa vie, qui n'aura jamais réellement pu faire autre chose que servir son père, servir son frère, et qui est passée un peu à côté de sa vie, et qui en plus aujourd'hui est accusée d'un crime. Donc vraiment c'est... L'histoire commence comme ça, elle est accusée, elle est à l'hôpital, et on retrace et on revient en arrière sur qui elle a été vraiment pendant toutes ces années. C'était hyper touchant, vraiment. Mais lui, il est très doué, hein, vraiment. Je vous en avais déjà parlé de Nos âmes la nuit, que j'ai adoré. Là, on est un petit peu sur le même genre d'histoire. Le silence des repentis, je savais pas trop où le mettre, si je le mettais plutôt en thriller polar ou si je le mettais en contemporain, mais pour moi c'est un roman, presque tout ce qu'il y a de plus classique. Le père et sa fille sont depuis des années maintenant, 8 ans environ, dans une petite cabane, perdue et isolée. Et tu sens que le père est pas bien. Là, les 3 quarts du temps, il a besoin toujours de se rassurer que personne ne vient les voir, qu'ils sont vraiment cachés. Donc tu sens qu'il a quelque chose à cacher et à se reprocher. Et plus sa fille grandit, plus elle lui pose des questions. Chaque année, à la même date, ils ont un de leurs amis qui vient leur apporter des vivres pour le reste de l'année. Et là, cette année, il vient pas. Donc, problème. Du coup, on fait quoi ? Et il va commencer, en fait, le père à de plus en plus devoir lâcher des informations sur pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui s'est passé avant, pour justifier un petit peu le pourquoi c'est si important que leur ami leur apporte ces vivres, pourquoi ils peuvent pas aller les chercher eux-mêmes. Et donc tu commences à gratter un petit peu sous la surface, tu te doutes assez rapidement de ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé que c'était super touchant, c'était raconté de façon très très touchante. Et donc Kimi Cunningham Grant, c'est une autrice que je vais suivre, qui a publié d'autres ouvrages depuis, et c'est un nom que je garde en tête. Celui-là aussi, je l'ai mis en contemporain, mais c'est vrai qu'il y a une petite intrigue, il y a une petite enquête. C'est en audio. Je me suis fait La dernière allumette de Marie Vareille, qui a été mon premier Marie Vareille, et qui en plus avait fait l'objet d'une vidéo complète. Donc je n'en rajoute pas plus, parce que vous avez pu la voir, ou alors je vous la laisse en barre d'infos pour que vous puissiez aller la retrouver. C'est aussi la première vidéo où ma maman a participé réellement à
avis commun à la fin, donc j'ai trouvé ça super de partager ça avec elle, et c'était en plus une très très bonne lecture. Pour ce qui est de la romance, ce sera très rapide, parce que j'ai eu surtout des mangas. J'ai continué la petite série L'amour est au menu, très mignon, je crois 3 et 4, un truc du style. Donc c'est tout tourne autour de la nourriture, mais aussi de l'affect qu'on a les uns envers les autres, le rejet de sa propre famille, les attentes que notre famille peut avoir sur nous. Donc à travers une base qui se veut très mignonne autour d'une fille qui fait trop à manger et qui va en offrir à sa voisine qui, elle, aime bien manger, voilà, on va commencer à creuser un peu plus sur des thématiques plus profondes et plus touchantes. J'aime bien, franchement, j'attends toujours la nouveauté parce que je passe toujours un très bon moment avec eux, avec elle. J'ai aussi découvert le manga Remember Me, d'ailleurs il y a le tome 2 qui est sorti. Donc là j'ai eu que le premier tome, donc je peux pas vraiment vous parler de la suite, mais en gros, elle est en couple, ils sont dans la même école, et à un moment donné, malheureusement, il va succomber à quelque chose, il va mourir. Elle va être tellement dévastée par le chagrin qu'elle va presque mourir de chagrin sur lui, et quand elle se réveille, elle est à l'âge de ses 8-10 ans, en se souvenant de tout ce qu'elle a vécu. Donc elle va essayer, petit à petit, en grandissant de nouveau, de comprendre ce qui lui est arrivé à lui à ce moment-là, pour ne pas qu'il meure. Sauf que problème, quand elle va enfin le retrouver dans l'école où ils sont censés se rencontrer, en fait lui ne se souvient de rien, il s'est pas du tout réveillé comme elle en ayant les souvenirs de leur vie d'avant. Donc elle doit tout recommencer et ça se passe pas vraiment comme prévu ou comme ça s'était passé la première fois. J'ai lu une BD qui s'appelle Les Nébuleuses que je voyais pas mal passer, qui avait assez des bons avis et c'était très mignon, très chouette. Je pense que c'est une chouette BD pour les jeunes adultes qui sont dans leur vingtaine, vu qu'on a vraiment des schémas de couple qui diffèrent un petit peu de trucs hétéros, basiques, etc. Il y a beaucoup de questionnements aussi sur la sexualité, sur nos envies par rapport à nos rapports, etc. que j'ai trouvé vraiment hyper intéressante. Donc les deux se rencontrent, se trouvent bien ensemble, mais après ça va donner lieu des fois à des petites tensions, on voit pas la vie de la même manière, etc. Ils essayent finalement un petit peu de cheminer à travers leurs relations dans un monde qui quand même va de plus en plus vite, qui est de plus en plus exigeant aussi avec certaines choses, et j'ai trouvé ça intéressant, surtout pour cette plus jeune génération. Je pense que j'ai le droit de vous le dire maintenant, je sais pas. J'ai eu l'occasion de lire le premier volume de la nouvelle série romance de mon amie Alicia Garnier, qui est donc autrice de romance maintenant depuis un certain temps, et elle doutait sur quelques passages de sa nouveauté, qui va donc s'appeler Ember Falls. Je n'ai pas de couverture à vous montrer ni rien, j'ai lu un PDF sur ma liseuse. J'étais très contente de faire partie de ces dernières bêta lectrices avant l'apparition, avant que la machine soit totalement lancée. J'ai passé un super moment. Si courant du mois de juin vous cherchez une romance un peu small town qui se passe donc dans une petite ville avec deux personnages qui étaient copains, amis avant, et puis il s'est passé des trucs dans leur enfance qui ont fait qu'ils ils se sont un peu perdus de vue. Elle ensuite est sortie avec le frère de cette amie, et voilà, ça a donné lieu à des petites tensions aujourd'hui pour arranger un petit peu leur quotidien. Ils sont obligés, en tout cas ils vont faire en sorte de sortir ensemble pour de faux, donc on a le trope du fake dating. Et voilà, ça va donner lieu à des situations très cocasses, mais à chaque fois, comme c'est si bien le faire Alicia, on est sur quelque chose de aussi très tendre et très touchant, avec des thématiques qui, on le sent, lui tiennent à cœur. On parle d'une famille qui a des origines écossaises, qui croit dans tout ce qui est un petit peu magique, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les petites touches qu'elle ajoutait à tout ça, la pâtisserie, l'amour de la famille et tout, donc vraiment... j'ai hâte de le voir et de l'avoir en vrai dans mes mains, parce qu'il promet en plus d'être très très beau. Et la dernière romance, eh bien, c'est une que j'ai effectuée il y a pas longtemps, c'est Slow Dance de Rainbow Rowell. Très sympa, j'attendais le retour de l'autrice en romance contemporaine et non pas en fantasy, avec Simon Snow, que moi personnellement je suis passée totalement à côté, j'ai pas aimé. Dans Slow Dance, on va donc avoir là aussi deux personnages qui ont été meilleurs amis dans l'enfance, qui se sont aussi perdus de vue, et là... Problème, c'est qu'elle a eu une autre vie entre-temps, 15 ans ont passé, elle a eu des enfants, elle a divorcé, et lui est parti dans les Marines. Donc forcément, quand il revient à la maison de temps en temps pour voir comment va sa mère, ses sœurs, etc., il n'a pas trop l'occasion de la voir. Sauf qu'ils vont se retrouver à un mariage ensemble de leur ami commun de l'époque,
Et ça va enfin leur permettre de se rabibocher un peu, de se rapprocher en tout cas, et de parfois un petit peu remettre les choses à plat sur ce qui leur est arrivé dans leur vie passée. J'ai eu de la peine au début avec le personnage féminin, Shiloh, parce que j'étais un peu dubitative face à son comportement. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est que plus j'avançais dans l'histoire, plus je me disais, mais en fait, c'est moi. En fait, cette meuf, c'est un miroir de moi-même. Donc évidemment, quand on te renvoie ce que tu peux montrer aux autres, ça fait pas toujours du bien, mais ça fait du bien aussi, tu vois, d'une certaine manière. Donc plus ça allait, plus j'apprenais à l'apprécier et à trouver aussi qu'elle avait des réflexions qui étaient assez intéressantes, notamment autour de l'amitié, que je trouvais très juste, très, voilà, comme quoi c'est dur à l'âge adulte de se faire des nouveaux amis, que c'est plus simple de retourner vers les anciens et tout, donc non, vraiment, c'était chouette. Problème, encore une fois, à chaque fois, il est pourtant pas très gros, du moment que voilà, on a capté, c'est une romance. Je te spoile pas, mais en gros, tu sais qu'ils finissent ensemble, quoi. Bah, du moment que ça a lieu, le après, je le trouve toujours un peu bancal chez la plupart des gens, et c'est jamais... Enfin, soit c'est trop long, soit j'ai juste pas assez, donc le juste milieu à trouver sur le après est toujours un peu compliqué pour moi. Voilà. Mais c'était sympa et juste j'étais trop contente de retrouver la plume de Rainbow Rowell, déjà rien que ça, voilà. Et donc je termine avec des petites catégories où j'ai pas grand chose, comme le historique plus ou moins, ou bien l'horreur. En historique, j'ai mis la BD Le Jardin d'Emily, qui donc retrace très rapidement et légèrement une petite partie de l'enfance de Emily Dickinson. C'était mignon tout plein, mais ouais, enfin voilà, c'était... Je peux pas vous dire grand chose de plus à part que c'était chou. Voilà, ça s'arrête là. J'ai lu aussi les Contes des sages scandinaves, donc cette petite collection chez Seuil, qui à l'époque, je me souviens, faisait un carton en librairie. Dès qu'il y en avait un qui sortait, c'était le cadeau absolu à offrir aux gens qui ont aimé les voyages, etc. C'était super chouette de picorer comme ça des contes à gauche à droite, très joli, il y a des belles illustrations qui sont vraiment splendides à l'intérieur, donc j'étais contente de enfin le lire. Dans l'horreur, on aura eu Cathy. Moi, je l'ai classé en horreur parce que franchement, enfin... Il est tellement absurde et tiré par les cheveux à certains moments que je pouvais pas vraiment le mettre dans une autre catégorie, je crois. Cathy, c'est donc un personnage qui est atroce, voilà, qui n'a aucune bienveillance et gentillesse en elle, qui est vénale et veut tout simplement accumuler de l'argent et faire du mal aux gens le plus possible. Elle va y arriver en séquestrant avec sa famille le grand-père. Ça a été fait par rapport à un mariage, mais le fils est mort, mais le père est resté, donc voilà, le grand-père se retrouve dans cette famille alors que franchement il a rien demandé à personne. Il est mal en point, il est à moitié handicapé, et Cathy et sa famille abusent clairement de leur pouvoir sur lui. Ils aimeraient qu'il lui cède la totalité de ses gains, de sa fortune, ce qu'il ne veut bien sûr pas faire. Donc c'est sa petite fille qu'il n'a jamais rencontrée qui va venir essayer de le sauver. Ça, c'est vraiment juste de le résumer, et c'est vraiment les 2 premiers chapitres, j'ai l'impression. Non, un peu plus, la première partie du bouquin. Et après, c'est la débandade, quoi. Vraiment, ça part dans tous les sens. Comme le sait si bien le faire Michael McDowell, qui a donc écrit aussi les Blackwater. Donc on est dans l'Amérique des années 1800, c'est très froufrou, jolie robe, et en même temps... Vas-y que je te donne un coup de marteau à travers la mâchoire, et par contre il aime bien décrire ses scènes, donc ça fait partie du personnage. Voilà, ça fait partie un peu de sa façon d'écrire ses personnages, mais j'ai bien aimé, j'ai passé un très chouette moment pour ma part en tout cas, donc voilà. Mais un petit peu horrifique, il faut aimer les scènes un petit peu, voilà. En historique / fantasy fantastique, je savais pas trop où le classer celui-ci, j'ai mis le Excalibur tome 2 de Gabriel Katz, qui, ma foi, écoutez, termine la duologie d'Excalibur. Donc je suis un petit peu dubitative parce que j'aurais vraiment attendu beaucoup plus. J'aurais voulu beaucoup plus et j'ai pas eu vraiment beaucoup plus. Donc je suis un petit peu déçue. Surtout que bah voilà, on parle de légendes arthuriennes, moi c'est un truc qui me tient à cœur, et j'ai trouvé que la fin était trop rapide, était trop en surface par rapport à ce que le premier tome nous laissait vouloir pour la suite. Je vous disais d'ailleurs pour le premier volume que je trouvais que Gabriel avait peut-être pas osé prendre complètement ses personnages, d'en faire quelque chose. Voilà, il m'a quand même beaucoup impressionné avec d'autres de ses œuvres, et c'est vrai que là, bah, j'ai trouvé que c'était finalement assez lisse, et qu'à la fin, ben, on termine pour terminer. Voilà, c'est un peu dommage, parce que vraiment, j'en voulais plus, je voulais un truc... qui m'en met plein les mirettes, quoi, un petit peu comme tu vois, il a pu le faire pour d'autres choses, quoi. Donc
Voilà, mais c'est pas grave, j'ai quand même passé un chouette moment, mais presque un peu trop plat. Le tout dernier, c'est le seul non-fiction que j'ai lu, là, de bout en bout, et vraiment je l'ai fait très vite. C'est Tricoter votre bien-être de Marie-Yvonne Riepert. Très chouette, j'ai beaucoup aimé ce petit sujet, ce petit traité autour à la fois du bien-être, de ce qui se passe dans notre tête, du ralentissement peut-être un petit peu, de ce côté méditatif que peut apporter voilà, le travail des aiguilles et du fil. Et voilà, j'ai surligné des petits passages qui m'ont en tout cas beaucoup plu. J'aime aussi les petits dessins qui ont été réalisés à l'intérieur, qui sont très mignons, très chouettes. Il y a aussi tout un rapport assez philosophique, on peut le dire, sur la résilience, le fait de reconnaître quand on échoue, quand on n'y arrive pas, de devoir recommencer, de détricoter, de refaire autre chose avec la même laine, enfin ouais, bref. Je trouve qu'elle aborde vraiment plein d'aspects que je ne pensais pas qu'on pouvait aborder entre le bien-être et le tricot. Donc vraiment inattendu, parce que je l'ai pris au travail sans trop savoir. Je me suis dit bon bah ouais, pourquoi pas, on verra bien. Mais c'est vrai que le thème du tricot me parlait bien, et c'est pas du tout un livre où vous avez des exemples de tricot. C'est au contraire, c'est qu'est-ce que le travail des aiguilles peut nous apporter sur notre mental, par exemple. Voilà. Je termine par 2 abandons. Je vais quand même les mentionner. Voilà, donc j'ai malheureusement abandonné Encabané de Gabrielle Flitoshiba, qui pourtant me faisait grandement envie, cette femme qui décide de partir dans une cabane et tout. Il m'aura fallu, je pense... Il est pas long, hein, il fait même pas 100 pages, et ben je pense qu'il m'a fallu 20 pages pour comprendre que ça n'allait pas le faire. J'avais un gros problème avec la plume de l'autrice. J'ai dans ma pioche pour l'hiver prochain encore Sauvagine, qui était d'abord le titre que je voulais lire, mais j'avais vu qu'Encabané était avant. On m'a dit qu'il était un peu mieux. Voilà, je ne sais pas du coup si je vais lui donner une seconde chance avec celui-ci, à voir, mais là en tout cas j'ai vraiment pas voulu m'infliger ça plus longtemps. Je me suis dit, ce n'est pas pour toi, laisse tomber. Et le deuxième abandon, eh bien, vous l'avez vu dernièrement, c'est Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin. Là, j'étais vraiment embêtée d'abandonner parce que j'ai vraiment été presque jusqu'à la moitié du livre. Mais quand il me faut 1 semaine pour lire 150 pages et que à chaque fois que je reprenais le livre, je ne le prenais pas avec beaucoup de plaisir, je me suis dit que c'était pas... c'est qu'il y avait un truc qui collait pas. Donc j'ai préféré ne pas essayer coûte que coûte. C'était tellement une bonne idée, il y avait vraiment un univers qui pour moi avait l'air foisonnant, mais presque trop, que ça en a fait que j'ai perdu le fil de l'histoire. Parce que de prime abord comme ça, je pourrais te résumer ça en une jeune fille ouvre son magasin de fleurs et découvre le cadavre de quelqu'un dans son magasin. Qu'est-ce qu'il fait là? Blablabla, déroulement de l'enquête. Sauf que ça se passe pas dans n'importe quel magasin de fleurs, ça se passe pas dans notre univers à nous. On découvre un monde qui se passe entre les pages d'un livre. Et notre héroïne vit dans ce livre. Chaque lettre est une maison, chaque point, chaque virgule a une importance dans le quotidien de ces gens. Et le problème, c'est que ces gens vivent dans un manuscrit inachevé, qui s'arrête au beau milieu d'une phrase. Et le truc n'a jamais été repris par son autrice, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le texte, et donc l'univers, le monde dans lequel ils vivent, commence à s'effacer, à péricliter. Et le cadavre de ce garçon dans la boutique de fleurs de notre héroïne a finalement tout un lien avec voilà, ce monde qui s'efface petit à petit. Il y a énormément de jeux de mots et de jeux de texte visuellement aussi autour de cette histoire, ce qui a fait qu'au bout d'un moment, le trop original a pris le pas sur l'intrigue de base qui voilà, ne m'a pas plus séduite que ça, malheureusement. Donc là, encore une fois, je me suis dit, ça ne sert à rien de prendre 2 voire 3 semaines pour lire 300-350 pages. Ne va pas plus loin, c'est pas grave. Voilà pour cette première conclusion de lecture de l'année, ce premier bilan. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez pu prendre des petites notes entre mes très bonnes et peut-être aussi mes moins bonnes lectures. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez lu durant ce premier trimestre de l'année. Je suis curieuse bien évidemment. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien.